Je vous dis en vérité, la politique n'a pas d'état d'âme. Il n'y a pas d'état d'âme en politique, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale. Si tu ne peux pas tuer les gens, ne viens pas en politique. Ne va pas dans l'armée. Mais même, bon, maintenant toi tu es là, président, on te demande il faut bombarder. Toi tu commences à dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais on va nous ravir le pays. Si vous voulez rester République démocratique du Congo, 9022 km de périmètre, 2 345 410, Balongola 410. Si vous voulez que ça reste, il faut un président tueur. Il doit tuer toute menace. Tu viens du Rwanda, il te tue. Tu viens du Burundi, il te tue. Tu viens du Congo-Brazza, il te tue. Si on ne fait pas, les Rwandais vont nous tuer, le Burundi va nous tuer, les Angolais vont nous tuer. Levez-vous. Honorables parlementaires, distingués invités, à vos titres et qualités respectives, et vous tenir debout pour l'entrée du bureau du Parlement des étudiants. Le bureau. Monsieur le Président, à vous la parole pour l'ouverture de la plénière. Merci, honorable Enoch. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement des étudiants de séjour. Comme annoncé, nous allons commencer cette plénière avec le premier point inscrit à l'ordre du jour, tout en rappelant que plusieurs décennies maintenant, l'Est de la RDC est embrasé par les bruits des armes, des vies brisées et des intérêts inavoués. Pour échanger profondément sur cette question, nous avons l'honneur de recevoir un invité pas le moindre pour échanger de manière pédagogique, profonde, mais surtout sérieuse de cette question de l'Est, en scruter les origines, essayer d'étudier les enjeux autour de cette guerre qui semble interminable et réfléchir autour des éventuelles pistes de solutions pour sortir de cette crise. Nous allons accorder la parole à M. Barnabé Milingagnou qui va nous entretenir pendant 15 minutes sur comment lui, il conçoit cette guerre dans ses origines, dans les enjeux autour et quelles sont pour lui les pistes de solutions efficaces. Après son intervention, interviendra les interactions en questions et réponses de parlementaires. Vous avez la parole, Président Barnabé. Merci beaucoup. Honorable Président de l'Assemblée des étudiants, honorable rapporteur, honorable questeur, honorable membre du plénière, c'est un honneur pour moi, un privilège aussi, de commencer à s'exercer à parler sur le perchoir. La question qui m'est soumise relève de toute une thèse, parce qu'elle est complexe. Dans les 15 minutes, je ne saurais pas aborder dans le fond, mais je vais juste énoncer pour stimuler des questions. L'origine du conflit en République démocratique du Congo, particulièrement à l'Est, peut se résumer d'abord par la question démographique. Je rappelle ici qu'au monde, Gaza est le territoire le plus concentré de population au kilomètre carré. Deuxième pays, c'est le Singapour. Et en troisième lieu, c'est le Rwanda. Je rappelle que le Rwanda est moins vaste que notre territoire de Chabunda. Mais le Rwanda est constitué de 3 grands parcs. Et donc l'espace qui reste pour les populations, c'est trop petit. Il faudra aussi rappeler que le Rwanda, c'est 1000 collines, il pleut tous les jours et il fait très froid. C'est pourquoi vous constatez que pendant les génocides en 1994, il y avait 3 millions d'habitants seulement le Rwanda. Plus d'1 million de Tutsis sont morts. Mais aujourd'hui, 30 ans après, ils sont autour de 15 millions. Ça veut dire que leur croissance démographique est à 5.0. Donc, dans moins de 30 ans, ils sont allés x5. Tandis que nous, la République démocratique du Congo, nous sommes à l'indice de 3.1. Nous doublons
tous les 20 ans. En 1940, la ville de Kinshasa avait 20 000 habitants. En 1920, la ville de Kinshasa avait 20 000 habitants. En 1940, on était à 40 000 habitants. En 1960, à l'indépendance, Kinshasa avait 300 000 habitants. La République démocratique du Congo, on était à 14 millions. Aujourd'hui, 65 ans après, nous sommes à près de 17 millions, je peux arrondir à 20, dans la ville de Kinshasa. Et nous sommes dans les 120 millions comme population congolaise. Et comme nous doublons tous les 20 ans, c'est-à-dire qu'en 2040, Kinshasa sera autour de 35 millions d'habitants, la RDC sera autour de 250 millions, pour dire que quand nous allons célébrer les centenaires de notre indépendance, le 30 juin 2060, Kinshasa sera autour de 70 à 65 millions d'habitants et la RDC sera autour de 400 millions. Quand vous regardez en termes de la République démocratique du Congo, les territoires qui a une forte densité, c'est le territoire de Walungu, précisément les chefferies de Ngweshe, et la ville au Congo qui a plus de densité, c'est la ville de Bukavu, excepté Kinshasa. Malheureusement, Kinshasa est occupée en 10%. Maluku, Nsele, Mongafula sont presque vides. Mais la ville de Bukavu, c'est comme aujourd'hui favelas du Brésil. Les maisons sont superposées. Et vous regarderez que les ressortissants de Bukavu, particulièrement les Bashi, qui sont cousins et proches des Rwandais, construisent en tournant vers les fenêtres et les portes vers le Rwanda. Ça veut dire que la guerre de l'Est, non seulement elle concerne le nombre d'habitants, mais aussi l'occupation territoriale. Quelqu'un du Kivu est prêt à mourir pour ses terres. Parce qu'à Bukavu, et dans le Kivu d'une manière générale, est homme. Celui qui est capable de dire à quelqu'un, voici ma maison, voici ma femme et voici mes enfants. Et pour ça, quelqu'un du Kivu est prêt à mourir. Et vous avez remarqué que depuis que la guerre de l'AFDEL a déplacé les populations de l'Est vers l'Ouest, nous avons connu le phénomène voisin Muzuri. Kinshasa avait des parcelles de 200 mètres sur 100. Pigeons. Aujourd'hui, tout Kinshasa est en train d'être morcelé par des parcelles de 4 sur 7. Parce que la plupart des gens qui connaissent la valeur de la terre se précipitent à avoir des parcelles au point que Gombe est morcelé. Le deuxième problème du Kivu, c'est la communication politique. Nous avons eu des grands acteurs politiques de 1960 jusqu'à nos jours qui se sont illustrés à fustiger les autres. Et pourtant, un pays ne se gère pas par des sentiments, un pays se gère par des textes. C'est la constitution qui définit qui est congolais, qui ne l'est pas. Mais depuis 1960, nous avons vu une catégorie d'acteurs politiques se distinguer en pointant les autres, que toi tu es congolais et toi tu n'es pas congolais. Cela a poussé les gens à se défendre. Troisième élément, ce sont nos richesses, nos mines. Les grandes puissances, fort heureusement pour nous, font toujours recours à nos terres rares pour le développement du monde entier, de la technologie du monde entier. Je ramasse quelques cas rapidement. C'est en 1900. D'abord, il faut rappeler avant, parce que c'est pédagogique, hein, ces pays, le premier business était les hommes. On vendait les hommes. Ça s'appelle l'esclavagisme. Après la vente des hommes, on a commencé à vendre les ivoires. Lorsque la qualité des ivoires, c'est-à-dire les cornes d'éléphant de l'Asie, n'était plus de bonne qualité,
ils ont découvert que ici chez nous, on avait des ivoires de 1,35 m, 1,50 m. Donc il y a eu ruée vers notre espace qu'on appelle le bassin du Congo pour venir chercher les ivoires. Et à quoi ça servait? Fabriquer les boutons, les costumes, des pupes, les tables des dames chez les riches. Les gens commençaient à aimer avoir des portières ou des poignées avec les ivoires. C'est après les ivoires qu'en 1900 tout court, l'Amérique va se lancer dans la fabrication de la bombe atomique. Je rappelle que l'Amérique a l'uranium, la Russie a l'uranium. L'honorable, mon ami que j'aime beaucoup, quand il viendra, il va vous parler des Sahel. Vous comprendrez que les Sahel a l'uranium, en particulier les Niger et les Burkina Faso et les autres. Mais la qualité de teneur de notre uranium a fait que les Américains sont venus chercher l'uranium ici. Et Léopold II, à l'époque, cet espace Congo lui appartenait comme bien privé. Et il avait vendu notre uranium à 2,5 milliards. Depuis ce jour-là, aucun chef de l'État n'a le pouvoir de vendre l'uranium à la République démocratique du Congo. On t'en trouve, on te frappe. Vous êtes encore jeune, mais vous pouvez demander les témoignages à la maison. Vous comprendrez que sous Mzee Laurent Désiré Kabila, l'aéroport d'Indjil était bombardé parce qu'il y aurait des soupçons qu'il y avait de l'uranium qui voulait rejoindre la Corée, ainsi de suite. Il y avait un bateau à partir de la mer Rouge qui avait bombardé l'aéroport d'Indjil. Notre minerai est toujours recherché parce que nous avons de la bonne qualité. Notre or n'a pas de saleté, notre coltan n'a pas de saleté. Et alors, après les ivoires, en 1921, on découvre le caoutchouc, on commence à faire le pneu Michelin, on crée la société Michelin. Et les gens, il y a encore rué vers Maïndombe, l'Équateur, pour venir chercher le caoutchouc ici chez nous. Et après cela, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est encore nos minéraux qui ont servi à la fabrication de bateaux. Il faut noter que le monde a connu 3 grandes avancées. Lorsque l'homme découvre le feu, nous sommes pratiquement dans l'Antiquité, et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, les Européens conservent le feu. Le centre de développement de l'homme blanc, l'Européen, c'est le feu, parce qu'ils ont l'hiver, il fait très froid, mais il faut garder le feu. Ils ont transformé ça en poudre, en armes, en ampoule, tout ce qui a réchaud. Donc l'occidental s'est développé grâce à la maintenance du feu. Comment garder le feu? Le feu a vraiment aidé le développement du monde. Deuxième élément, facteur important qui a facilité le développement, c'est l'électricité. Lorsqu'on découvre l'électricité, il y a les ascenseurs, c'est grâce à ça qu'on commence à fabriquer des gros bateaux. Et le fer du Congo a servi pour la fabrication des paquebots. Et c'est à partir de 1945 que les mamans sont entrées dans l'administration. Les mamans sont devenues plus riches et le phénomène musique a commencé, même ici chez nous, l'habillement, tout ça. Et il vous reste 6 minutes. Ouais, je vais terminer avant. D'ailleurs, j'étais en train de terminer. Bien. Et les phénomènes musique, les mamans, quand ils ont eu l'argent, les Likelemba, le phénomène Nganda a commencé, et les concerts dans Nganda. Et donc, encore une fois, vous voyez notre minerai. Je termine en vous rappelant que le maréchal Mobutu a connu des difficultés à cause de nos terres rares. Il y a une société à l'est qu'on appelle Bandro, qui est dans les Fizi, exploite l'or. C'est cette entreprise-là. Les capitaux sont américo-canadiens. C'est eux qui ont créé beaucoup de problèmes à Mobutu jusqu'à faciliter son départ. Je vous rappelle ici que Mzee Laurent Désiré Kabila, quand il disait qu'on ne doit pas trahir notre Congo, ça ne concernait pas la vente de nos cacahuètes ou de manioc, non. Ça concernait les refus. Mzee Laurent Désiré Kabila avait refusé
de céder nos terres rares, nos mines. C'est pourquoi il a été éliminé. Joseph Kabila, très jeune qu'il est, il a pris le pouvoir en 2001. On lui a imposé le code minier de 1%. En 2015-2016, il dit qu'il va relever le code minier à 10%. On lui a demandé de partir. Et il a trouvé la forme qu'il pouvait trouver. Le monde aujourd'hui est en difficulté, surtout les Occidentaux, les Américains, face à la Chine, à l'avancée de l'Inde, l'Inde qui avance terriblement en informatique. Ils sont 1,4 milliard aujourd'hui, donc le monde est en train de basculer vers l'Asie, parce que c'est la démographie plutôt, qui amène la puissance du monde. Alors les Américains se retrouvent en difficulté, ils doivent fabriquer les téléphones, les ordinateurs, tout ça. En Chine, parce que la main d'œuvre, un iPhone fabriqué en Chine sort de l'usine à $100, mais est vendu aux États-Unis à $1,300. Trump arrive, il dit, je mets les droits douaniers, vous devez investir chez nous, en Chine, il faut la main d'œuvre, mais il faut les mines. Il cherche d'abord les terres rares de l'Ukraine. Il impose à Zelensky la signature d'un accord. Et Zelensky signe, mais Trump ne l'appuie pas militairement. Et il n'envoie pas les armes. Il signe un communiqué il y a 4 jours pour lui dire que les réserves de munitions de l'armée américaine sont en baisse. Il ne l'a pas fait. Nous aussi, nous avons signé un accord, entre guillemets, parce que pour moi, ce n'est pas un accord. Mais vous regardez-le au fond, ça va nous créer beaucoup de problèmes sur la répartition de nos mines. Ceux qui ont lu les documents de Mme Thérèse Kayikwamba disent que les Américains, qui n'ont pas un engagement, ils n'ont pas l'obligation, ils n'ont pas une contrainte dans ces documents avec les Qatar, mais ils se tapent 60% des terres rares, donc des mines qui seront exploitées à l'Est. Le Rwanda prendra 20, nous on aura 15. On ne sait pas où se trouve 5. Je suis en train de chercher là où se trouvent les 5%. La solution doit passer par une prise de conscience de la jeunesse. C'est pour ça que j'ai répondu à votre invitation. Nous devons sensibiliser les jeunes à se réveiller. À ne pas seulement soulever les haltères dans les quartiers, mais il faut entrer dans l'armée. Et ceux qui sont intelligents doivent réfléchir comment sauver la nation. La France n'a pas de richesse sous-sol. La France a l'intelligence, ainsi que la Belgique. Nous devons éviter les discours ségrégationnistes qui visent à séparer les gens, parce que le Congo, c'est une forêt dense. Il y a des marécages, il pleut tous les jours. Nous sommes tous venus de quelque part. Monsieur le Président, par ces mots introductifs, je reviens auprès de votre autorité afin de répondre aux questions des éminents parlementaires. J'ai dit. Merci beaucoup, honorable président. Vous pouvez prendre place. Le temps de prendre le parlementaire. Il faut rappeler que le président Barnabé évoque comme origine de la crise qui endeuille l'Est de la RDC les raisons géographiques et démographiques, la communication politique qui semble discriminatoire, mais il s'est étalé aussi sur nos richesses qui sont rares et recherchées depuis la nuit du temps. En termes de solutions, il propose que la jeunesse prenne conscience et que nous évitions les discours ségrégationnistes afin qu'autour de l'unité, nous puissions lutter pour sauvegarder notre pays. Nous allons commencer les interventions parlementaires avec l'honorable Aboubakar. 1 minute 30 secondes pour votre intervention à ce sujet. Et l'honorable Blessing se prépare. Vous avez la parole, honorable Aboubakar. Il est arrivé un moment où la mémoire collective exige de la clarté. Et sur les rôles de Mouzé Laurent Désiré Kabila, dans la crise de l'Est, eh bien, les peuples congolais méritent bien plus qu'un récit officiel. Ils méritent la vérité. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués invités, chers collègues, je vous salue. Je salue également la pertinence d'intervention de notre invité d'honneur ici présent. Mes respects. Il est impératif que notre invité d'honneur s'exprime avec franchise et rigueur,
sur une question qui taraude l'esprit de chaque Congolais. Quel rôle véritable a joué Mouzé Laurent Désiré Kabila dans la crise persistante à l'est du pays? Selon certains récits, Mouzé aurait signé, aurait scellé une alliance avec Paul Kagame visant à évincer Mobutu et son régime dictatorial. Mais, une fois à la tête du pays, il aurait radicalement changé de position. Eh bien, cette volte-face aurait provoqué la colère du Rwanda qui, depuis, mène une politique d'agression répétée contre la RDC. Honorable Président, chers collègues, j'invite donc M. Barnabé à répondre aux interrogations suivantes. Peut-on imputer à Mouzé Laurent Désiré Kabila la responsabilité première de la crise à l'Est? La première question. Que contenait exactement cet accord présumé entre Mouzé et les Rwandais? Quel est votre message à ceux qui considèrent que le 17 mai n'est pas une date de libération, mais plutôt le début de la soumission de la RDC au Rwanda? Certains noms pèsent si lourd dans l'histoire qu'ils finissent par courber la vérité elle-même. Et parfois, ce qu'on appelle libération cache les débuts d'une autre forme de soumission. J'ai dit, honorable président. Merci, honorable Aboubacar. Président, vous souhaitez répondre à chaud ou on prend un autre? Je ne sais pas faire. Pour aller vite, ils peuvent poser. Ils peuvent poser, c'est bon, on va prendre deux parlementaires, vous répondez, on prend deux, comme ça on y va rapidement. Honorable Blessing, pour votre allocution, 1 minute 30 secondes. Vous avez la parole. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues, au-delà de tout ce que nous avons pu entendre, je voudrais poser une question ou encore soumettre une préoccupation à M. Barnabé, une préoccupation qui peut paraître simple d'apparence mais profondément troublante. Pourquoi la quasi-totalité des guerres ou encore de rébellions qui endeuillent notre pays prennent-elles toujours naissance à l'est de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette constance géographique? Et ensuite, quels sont les secrets inavoués ou encore les raisons justifiables qui permettent à ce qu'aujourd'hui nous puissions vivre ces guerres répétitives ou encore ces rébellions constantes? Je dis honorable Président. Merci, honorable Blessing. Honorable Président Barnabé, vous pouvez répondre à ces deux questions, on en prend d'autres. Comme ça, on va chuter. Merci beaucoup. Je voudrais rappeler que l'Est de la République démocratique du Congo ou l'Est de l'Afrique est toujours en conflit, en guerre depuis le XIVe siècle. Donc ça n'a pas commencé par Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, c'est un acteur pas majeur. C'est un acteur temporel. Les cas de similitude est conforme à Nanga. Je rappelle que l'M23 a commencé, Nanga n'était pas encore à Goma. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Nanga était à Kinshasa, lui aussi il est venu se greffer à la lutte. Même cas. Lorsque la guerre de l'AFDEL a commencé, Laurent Désiré Kabila n'était pas encore dans l'AFDEL, il n'était pas encore à l'Est. Vous savez, il faut dire la vérité aux gens. Lorsque les réfugiés Hutus se sont déversés
à près d'1 million dans l'Est de la République démocratique du Congo, ils ont amené un discours anti-Tutsi. En disant que les Tutsis qui nous ont chassés dans notre pays, le Rwanda, ils veulent venir ici chez vous, ils tuent les jeunes. Les discours que vous entendez toujours ici, que Kagame abomaka batu, ba Rwandais, bazolinga babotola mabele na biso. Après kobotola mabele na biso, ba Rwandais, ba kobotola mabele na bino, ba Congolais. Et aidez-nous à récupérer nos terres. Pour faire bref, vous pouvez suivre l'histoire de Kengo Adondo quand il était Premier ministre. Les textes internationaux de l'ONU demandent qu'un réfugié ne peut pas être installé à la frontière, il doit aller à 180 km. Mais comme il y avait des complicités dans l'ONU, au lieu d'installer les camps des réfugiés Hutus, génocidaires, à 180-200 km de la frontière du Rwanda, on a mis les camps de Kashusha à la frontière avec le Rwanda. Et à Goma, la même chose. Comme ils étaient militaires, ils sont venus au Congo avec armes. Donc c'est tout le gouvernement. L'argent, ils avaient les mines, ils avaient tout. La Tanzanie avait désarmé le groupe de réfugiés qui sont partis là-bas. L'Ouganda a fait la même chose, le Burundi. Mais chez nous, on avait ouvert les frontières. Ils sont entrés armés et munitions. Maintenant, comme notre armée à l'époque, les phases étaient faibles, ils n'ont pas ravi les armes de ces génocidaires-là. Et arrivé ici, la police n'a pas pu les contenir. Conséquence, ils commençaient à faire des incursions vers le Rwanda et tuer. Quelqu'un a, j'ai oublié mon truc, il traverse des Gisenyi. Et je vous dis que le lac Kivu n'est pas partout à l'est. Rwanda, Gisenyi, Goma, tu traverses comme ça. Ils ont commencé à procéder à des tueries, à aller faire des incursions. Le gouvernement du pasteur Bizimungu à l'époque a pris la résolution de disperser les réfugiés qui étaient à la frontière. Voilà l'explication de la guerre de l'AFDEL à ses origines. Et les opérations ont commencé, j'étais présent. C'est lorsqu'ils constatent qu'on attaque les premiers camps, il n'y a pas une forte résistance, le goût est venu. Et comme il y avait un problème de gouvernance, je vous épargne de beaucoup de détails, des hautes trahisons que Mobutu avait dit qu'on m'a poignardé dans le dos, parce qu'il a envoyé les gens acheter les armes, ils amènent un fusil de telle qualité, mais ils achètent des munitions d'autre qualité. Donc sur le terrain, il y avait incompatibilité. Les militaires, leur ration n'arrivait pas. Il n'y avait pas des primes des militaires. Alors les militaires commençaient à se retirer, les autres ont pris goût. Alors pour justifier cette démarche que c'était chasser la dictature de Mobutu et non pousser les réfugiés qui étaient à la frontière, il fallait aller chercher les acteurs. Julius Nyerere, un ancien président tanzanien, c'est lui qui patronnait la lutte contre l'apartheid. C'est donc celui qui soutenait Mandela. Mais quand il a commencé à voir qu'il était dérangé à sa frontière par le président ougandais, la gouvernance ougandaise commençait à déranger, il a soutenu Museveni en 1986. Et Museveni a pris le pouvoir contre Obote Idi Amin. Je vous épargne de l'histoire de l'Ouganda. Mais quand ils arrivent, en 86, ils prennent le pouvoir. Museveni dit, bon, vous m'avez aidé. Vous, parce qu'il a dit que, comme le régime du Rwanda, là, ne vous aime pas, vous les Tutsis. Parce qu'il faut rappeler aussi que dans une classe de 36 personnes, le gouvernement Habyarimana n'acceptait pas plus de 4 à 6 Tutsis. Donc si vous êtes dans une classe, les Tutsis ne peuvent être que 6 maximum. Donc il y avait une forte ségrégation. On a dit, bon, ok, quand vous m'avez soutenu, soutenez-moi aussi. Moi aussi, je vais vous soutenir à prendre le pouvoir chez vous. C'est comme ça que les Tutsis ont eu le soutien du gouvernement ougandais. Ils ont pris le pouvoir.
Ça a pris beaucoup de temps, presque 8 ans. De 96 à 94, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Mais dès qu'eux aussi arrivent au pouvoir, il y a un problème de nombre. Quand eux aussi commencent à mener la guerre au Rwanda, les FPR font aussi recours aux Congolais qui étaient aussi mal vus, aux Congolais qui étaient aussi maltraités à cause de leur morphologie. C'est comme ça qu'eux aussi sont allés recruter les jeunes Banyamulenge. On dit bon, de la même manière que le gouvernement Abiyarimana nous chasse, chez vous aussi, les gouverneurs, les députés, on vous chassait dans des parlements, vous ne pouvez pas, alors venez aussi nous aider. Ils ont pris eux aussi le pouvoir. Ils ont aidé les FPR à prendre le pouvoir au Rwanda. Mais quand les FPR a pris le pouvoir, ils ont dit bon, vous ne pouvez pas aussi rester chez nous, rentrez chez vous. Et ils rentrent chez nous. Maintenant, ils trouvent la cause immédiate. Vous savez qu'en histoire, il y a toujours une cause lointaine, il y a une cause immédiate. La cause immédiate, c'était chasser les camps de réfugiés, mais il fallait donner une caution nationale. C'est comme ça qu'on est allé chercher Mzee Laurent Désiré Kabila. Cela s'est répété pendant la guerre du RCD. On est allé chercher, comme il fallait faire le raid sur Kitona, qui est le Congo central. On a commencé à la tête du RCD avec Wamba Diawamba qui est né Congo. Mais quand le raid sur Kitona a échoué, il avait du mal à communiquer à Goma parce qu'il ne parlait pas Swahili. On l'a chassé. Mais quand le front devrait commencer avancer sur les Katanga, le RCD a pris Ilunga, docteur Ilunga. Lui aussi, quand le front s'est bloqué, il fallait avancer vers Lodja, on a pris docteur Onusumba. Mais quand il fallait venir à Kinshasa par 1+4, on a donné le pouvoir à Azarias Rubero afin qu'il négocie la sécurité de ses frères à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, Laurent Désiré Kabila, c'est un acteur à qui on a demandé de jouer le rôle de porte-parole pendant les avancées au front. Mais quand Lubumbashi tombe, le jour où Kinshasa tombe, ce n'est pas lui qui devrait être président de la République. Il était prévu qu'on organise un dialogue intercongolais en prenant les résolutions de la conférence nationale souveraine et que tous les acteurs de la conférence nationale souveraine devraient se mettre ensemble, enfin, de mettre quelqu'un qui aurait ce qu'on appelle le consensus de tout le monde. Vous savez que si vous lisez notre constitution, on reproche à tous les présidents ou à tous les dirigeants de notre pays d'accéder au pouvoir pas d'une manière démocratique et d'une manière consensuelle. Mais lui, par les goûts du pouvoir, il s'est précipité à s'autoproclamer président à Lubumbashi. D'ailleurs, je vous fais une révélation. La farde du discours officiel était rédigée par Maître Azarias Rubero, qui était directeur des cabinets de Kara à l'époque. Quand on lui a vous regarderez bien les images, on lui dépose une farde bleu ciel, mais lui sort son papier de sa poche et il s'autoproclame président de la République. C'était déjà un mauvais départ. Il arrive à Kinshasa, il prête serment dans un stade à moitié vide, au stade des Martyrs, et il a eu trop de coq à jambes. Il n'a pas réussi à respecter les engagements de sécuriser l'Est, de constituer une armée. Parce qu'un président de la République constitue d'abord une armée. La première attribution du président, c'est faire la guerre. La première attribution par le gouvernement, c'est récolter les taxes. Qu'on ne vous trompe pas. Donc, bref, ce n'est pas lui l'acteur principal, ni qui est à la base, et il n'a signé aucun accord. C'est qu'on vous dit que l'accord de l'Emera qu'on a signé, c'est faux. Il n'a signé aucun accord. Il a eu tout simplement le problème de gouvernance. Et quand il a compris qu'il était menacé par les Occidentaux, l'honorable qui est devant moi, il vous dira que le témoignage de la déclaration de Madame Albright, je ne sais pas si vous connaissez Madame Albright, elle était secrétaire d'État à l'époque avec Bill Clinton comme président. Et Madame est venue négocier avec nous. S'il vous plaît. Je termine, ce sont des questions d'ordre historique. Madame Albright est venue solliciter le président pour qu'il signe, qu'il cède les minéraux. Mouzé l'a chassé, a dit sors là-bas, une femme ne parle pas comme ça à un homme. Et elle a dit que avant que Bill Clinton ne quitte
la Maison Blanche, toi tu n'existeras pas. C'est comme ça que Moussa a été éliminé les 16 et Bill Clinton a quitté la Maison Blanche les 20. Toutes les guerres proviennent de l'Est. Premièrement, parce que c'est l'Est qui a des terres rares, les minéraux accessibles. Je ne dis pas que toutes les provinces n'ont pas de richesses. On parle que même dans le Bandundu, il y a des diamants, il y a partout. Le Congo est riche partout. Mais la forêt, les marécages, nous n'avons pas de routes, on n'a pas de chemin de fer. Ce pays a comme économie les fleuves. On ne sait pas aussi exploiter les fleuves. Alors comme les minéraux qui sont facilement accessibles sont à l'Est, et les monstres, tous ceux qui veulent faire des grandes technologies, estiment que passer par là c'est plus facile. Alors ils construisent d'abord l'armée, ils fabriquent l'armée. Mais vous verrez que les Américains ne viendront jamais sur terrain parce qu'ils ne vont pas tenir ici. Merci beaucoup. Merci, honorable président. J'espère que... Veuillez prendre place, on va prendre un deuxième lot de questions. J'espère que vous avez été suffisamment clair en réponse. On va prendre l'honorable exaucé, monsieur le rapporteur, et l'honorable fiston se prépare. 1 minute 30 secondes, honorable rapporteur. Honorable président, honorable membre du bureau, distingués collègues parlementaires, à l'heure où les projecteurs accusateurs se braquent sur le Rwanda, petit frère armé jusqu'aux dents, certains y voient moins un agresseur qu'une marionnette, dont les ficelles sont tirées par des puissantes mains étrangères, celles de l'Occident rapace qui joue aux pompiers pyromanes pendant qu'ils saignent notre sol et pillent nos entrailles. Oui, les Congos pleurent, non d'un simple conflit frontalier, mais d'une guerre géoéconomique, surnoise et bien orchestrée. Le Rwanda n'est qu'un pion. Les véritables stratèges est ailleurs, dans les tours d'acier et les salons feutrés des multinationales qui, plutôt que de traiter avec nous, peuple souverain et indépendant, préfèrent passer par la contrebande d'État, par Kigali, carrefour d'un pillage légal, déguisé ou encore à ciel ouvert. Honorable président, honorable membre du bureau, distingués collègues parlementaires, nous avons prévu 3 questions adressées ici présent à M. Barnabé. La première, pourquoi les géants de ces mondes, qui crient haut le droit humain, mais marchent bas dans les mines des sangs, choisissent-ils le Rwanda comme plaque tournante du coltan, plutôt que d'honorer la RDC, détentrice légitime de ses richesses? Quelle est cette hypocrisie mondiale qui consacre les wrestlers et diabolise la victime? 2. Faut-il croire en ces parrains occidentaux des Kagame pour jouer les médiateurs alors qu'ils sont les architectes de cette guerre, en même temps juges et partis, voire même fournisseurs des armes? Et enfin, pour clôturer, l'Ouganda, les Burundi, nos frères de la sous-région, jouent-ils un double rôle? Ne sont-ils pas acteurs secondaires d'une même guerre dans le Congo, qui est en quelque sorte condamnée comme une scène de drame sans fin? Honorable président, j'ai dit. Merci, honorable exaucé, honorable fiston. Très rapidement, 1 minute 30 secondes aussi. Honorable Menzeni se prépare. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues. Nombreux sont aujourd'hui ceux-là qui pointent du doigt l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, lui imputant la résurgence sous son règne du mouvement du 23 mars, la naissance de l'AFC, ainsi que la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de notre pays. Tout un tas de lourdes accusations portaient tel un fardeau sur son mandat. Certes, à son compteur, on note les retours de la rébellion jadis déclarée vaincue, une coalition rebelle aux visées claires, soutenue, et cela n'est fait plus mystère, par le Rwanda, avec à la clé
des territoires congolais occupés, des massacres documentés et une crise humanitaire sans précédent. Honorable Président, plus rapidement, je voudrais que M. Barnabé Milingagno réponde avec honnêteté et en âme et conscience aux questions suivantes. La première, la crise sécuritaire actuelle peut-elle être attribuée exclusivement au régime Tshisekedi? La deuxième, ne sommes-nous pas face à un problème structurel, enraciné dans des décennies de fragilités, d'ingérence et des duplicités régionales et internationales? Et finalement, que pouvait réellement faire, selon vous, le président Tshisekedi pour qu'on en arrive par là? Et que devrait-il faire aujourd'hui pour en finir avec cette crise? J'ai dit, honorable président. Merci, honorable Fiston. Monsieur le Président, vous pouvez répondre à ces deux questions et on prendra un dernier lot juste après vos réponses pour clôturer ce chapitre. Merci beaucoup. En politique, il n'y a pas de sentiments, hein? Et on n'est pas complaisant. En politique, ce sont les intérêts. Et pour les intérêts, on choisit les acteurs. Un point, un trait. Pendant la guerre froide, la CIA avait remarqué que Lumumba, de par ses tempéraments de Moutété, allait nous compliquer. Ils l'ont tué, ils ont mis Mungala, Mobutu. Mobutu a fait 32 ans pour jouer le rôle dans la guerre froide. Et je vous dis sincèrement, les États ont des pivots. Les grandes puissances, retenez les termes là, pivot. Un fort ne se déplace pas quand quelqu'un est fort. Hazan a besoin de Mikate, il va envoyer un faible. Les Américains ne vont pas venir mourir ici. J'ai vu les gens célébrer, croire qu'ils vont venir. Non, on désigne les pivots. Pendant la guerre froide, les pivots c'était Mobutu, les Zaïre. Nous avons fait la guerre au Tchad. Demandez la question à vos aînés. Le général Mayele a été célèbre parce qu'il a fait la guerre au Tchad. C'est les Zaïre qui a contrôlé le Rwanda de 1986 à 1994. Les Zaïre. Nous avons contrôlé le Burundi, Congo-Brazza, l'Angola. On était avec Savimbi. Nous aussi, nous avons déstabilisé les autres pays. Alors, quand Mobutu part, le rôle de pivot change. Va chez Museveni. On donne à Museveni pourquoi? Parce que l'Ouganda vit des camps de réfugiés. La République démocratique du Congo n'a aucun camp de réfugiés. Donc tous ceux qui sont chassés au Sud-Soudan, partout au Congo, et Museveni a cet argent-là. Alors comme il vieillit, lui aussi, on lui prend le pivot, on met à Kagame. Kagame a pris le pouvoir à 36 ans. C'est lui le pivot. C'est le Rwanda qui se bat pour la France. C'est le Rwanda qui surveille Mozambique, l'exploitation pétrolière de Total au Mozambique. C'est le Rwanda qui se bat en Centrafrique. C'est le Rwanda qui se bat au Bénin. Alors, ils ont réussi à fabriquer leur armée. Écoutez, c'est eux qui ils sont utilisés comme pivot pour venir atteindre les intérêts des hommes forts en République démocratique du Congo. Il n'y a pas d'état d'âme ici. On n'est pas à l'église. Les sangs des Congolais, mon cher ami, je dois te choquer. Je dois vraiment te choquer. Quand on est faible, dans le monde d'intérêt, on ne mérite pas de considération. Deviens fort. Je vais donner un exemple. Dans des familles, une fille qui est née dans une famille de 10 garçons, elle est 11e. Et que si ses frères sont des judokas et des karatékas, elle ne se fera pas draguer. Mais si tu es un seul garçon avec 11 filles et que tu es faible, maladif, toutes tes sœurs vont se faire engrosser. Personne ne va empêcher tes sœurs à venir les prendre. Donc il faut être fort. Parce que le braconnier bouffera toujours le gibier. Le fort traitera toujours les moins forts avec manque de considération. Le M23, le Rwanda, ils ont leur rôle. Chacun de nous joue le rôle. Et le président Félix avait un rôle
à jouer. Alors, pendant qu'il joue le rôle, s'il ne sait pas fabriquer une armée, s'il ne peut pas faire la guerre, parce que c'est la première attribution du chef de l'État. Quand on dit garant de la nation, ça ne veut pas dire garder les livres de la Constitution et les drapeaux congolais, se promener avec. Non. Un chef de l'État fait la guerre. Vous êtes des parlementaires, vous aurez les ambitions demain de devenir de président. Si tu ne peux pas construire une armée, faire la guerre, arrête-toi. Vous avez étudié Alexandre, il était français, mais il a colonisé jusqu'en Égypte, il est allé partout. Les Américains, vous savez pourquoi ils appellent grande puissance du monde? Parce qu'ils ont des intérêts partout. Chez nous, c'est eux qui ont Sozir. Et la mine de Walikale que vous avez appris, c'est la mine des Américains. Il y a beaucoup de choses, même dans les mining. Ce sont les Américains. Ah, ils considèrent d'ailleurs, Trump a mis comme principe, à dater de ce jour, toutes les richesses du monde doivent être contrôlées par les Américains. Si vous n'êtes pas là, ils envoient les drones, ils vous frappent. C'est pourquoi ils ont frappé les usines des Iraniens. Mais ils donnent 30 milliards, ils disent aux Iraniens, bon, nous allons reconstruire. Vous voulez l'Iranium pour l'électricité, d'accord, mais c'est nous qui contrôlons le reste. Vous ne voulez pas, ils vous frappent. Est-ce que Fathi est responsable? Non. C'est un acteur qui a son temps. On lui a donné 10 ans, peut-être pour garder que les pays ne se balkanisent pas, ou bien peut-être pour garder, ou bien peut-être, comme disait Mbanda, on va les mettre pour signer les accords miniers. C'est le rôle. Et l'histoire va retenir que c'est sous Fathi que nous avons signé les accords miniers. Je vous ai dit ici, nous a été tué pour ça. Je vous ai dit ici que Joseph Kabila a été demandé de quitter le pouvoir parce qu'il a fait passer le code minier de 1 à 10. Non, Kabila était hors mandat, non? Qui? Joseph Kabila. Mais il était au pouvoir, mon ami. Il était conformément à l'article 70. C'était pas après l'accord de Saint-Sylvestre? Parce que c'est parti de 2016 jusqu'en 2018. Vous pensez qu'en 2018 il n'était pas président? Tu sais qu'il a... Non, je parle parce que vous dites qu'il a été demandé de partir parce qu'il n'a pas signé l'accord. Il a fait 2 mandats. Constitutionnellement, il devait partir. Est-ce que la pression sur les accords miniers était superflue? Votre honneur, monsieur le président, vous savez que Goïta, le président malien, il était colonel, il s'est tapé 4 étoiles, aujourd'hui il est général 4 étoiles, et il vient d'obtenir un mandat de 5 ans sans élection. Et Ouattara est en train de briguer pour le 4e mandat. Donc cette histoire-là des mandats constitutionnels, c'est un langage pour la consommation des faibles. Mais dans le fond, on lui a demandé, si tu restes, on te tue. Si tu pars. C'était juste pour le mine, pas pour la cohésion nationale. Je vous rappelle, les opposants sont montés au créneau. Posez la question à mon prédécesseur. Il connaît les informations, le nombre d'heures, des réunions sur le code minier qu'on a demandé à Kabila de garder les 1%. Il a dit, je préfère partir et je laisse à 10. Moi, j'ai toujours dit, je suis candidat président de la République. Si Fathi peut me laisser à 30%, je rendrai la RDC comme New York. Non, c'est pas lui qui est responsable. Donc, il ne faut pas surcharger Fathi en disant que c'est lui. Non, c'est pas lui. La solution, elle est simple. Il faut un dialogue intercongolais. Celle que propose la Cinco et le CC? Il a dit la solution. Oui. Ça peut être dialogue proposé par les Kimbanguistes, ça peut être dialogue proposé par Dadi, mais l'essentiel, retrouvons-nous. Et je préfère que ce soit à Kitona, pas dans les hôtels VIP. Et, deuxièmement, il faut s'ouvrir à l'EAC. Mon cher ami, si tu n'es pas fort, parle. Tu peux obtenir quelque chose en dialoguant. En matière de règlement des conflits, je termine. Je vous donne l'exemple du citron. Vous pouvez être en conflit avec vos sœurs pour un citron, mais ta sœur a juste besoin de la peau pour faire ses make-up, hein? L'odeur là. Les jeunes frères peuvent avoir besoin du jus parce qu'il a la toux, et un autre a besoin de graines pour faire une plantation de citrons. Si vous ne parlez pas entre vous, vous allez vous entretuer. Mais si vous vous mettez, dit, quel est ton problème? Oh, moi j'ai besoin de graines. Ça, c'est pas mon problème. Ah, alors vous prenez les graines, vous lui donnez, vous donnez à celui qui veut les jus. À éviter de parler de graines en lingala, il y a un souci? Non, je crois que ça se passe en français. Alors, vous prenez la peau, vous donnez à la sœur, le conflit est réglé. Le conflit est réglé. Donc, mettons-nous ensemble, demandez qu'est-ce que vous voulez.
on va parler. Vous savez, je vous ai parlé de la nombre de populations. Les autres là sont pauvres. Hein. Faites une expérience, je l'ai fait. Si tu quittes Goma par bus, tu traverses le Rwanda, tu arrives à Kigali, tu vas à Kampala, jusqu'à Nairobi, tu vas rencontrer maximum 3 rivières. En raison d'une rivière par pays. Ils sont presque dans les déserts. Nous avons un problème avec le Tchad, qui a besoin de l'eau de la rivière Ubangi. Si vous croyez qu'il faut prier pour garder ce que Dieu nous a donné, on viendra nous ravir ces choses-là. Levez-vous, constituez-vous en force. Apprenez les armes, entrez dans l'armée pour sauver notre État. Sinon, ça va être comme la Yougoslavie. Je termine, Monsieur le Président. Vous connaissez la Yougoslavie? Vous avez déjà entendu parler de la Yougoslavie? Oui. Vous pouvez montrer ça sur la carte aujourd'hui? Non. C'est devenu combien de pays? 7 à 8 pays. Nous avons 26 provinces, 145 territoires. On peut devenir 145 pays, on peut devenir 26 pays. J'ai dit, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Honorable Menzeni, pour son allocution, 1 minute 30 secondes, et on va chuter. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, l'un des enjeux majeurs de la crise à l'est de notre pays demeure la prolifération des groupes armés. Cette situation fragilise davantage notre souveraineté et compromet toute perspective de paix durable. À ce titre, je souhaiterais que notre invité d'honneur, M. Barnabé Milingagno, puisse nous éclairer sur les points suivants. Quelles sont selon vous les causes profondes de la recrudescence des groupes armés à l'Est et qui sont les véritables forces tapies dans l'ombre qui les soutiennent? Quelle lecture faites? Je répète, quelles sont, selon vous, les causes profondes de la recrudescence des groupes armés à l'Est et qui sont les véritables forces tapies dans l'ombre qui les soutiennent? La première question. La deuxième, quelle lecture faites-vous du mouvement dit Wazalendo? Représente-t-il une alternative légitime ou un facteur supplémentaire de confusion? L'État devrait-il les encadrer ou répondre à ce mouvement de manière coercitive? Troisièmement, enfin, quelle stratégie réaliste recommanderiez-vous pour désarmer durablement ces groupes et restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du territoire? J'ai dit. Merci beaucoup, honorable Menzeni. Une dernière question, honorable Miché. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, merci pour l'octroi du verbe. Nous retenons que la politique est un royaume de maïs où tout le monde a de la barbe. Mais le président Barnabé vient de nous affirmer ici que la politique n'est pas un royaume de maïs où tout le monde a de la barbe, plutôt un royaume de poissons où les gros mangent les petits. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est un petit poisson qui est mangé par les gros poissons. Et la solution, selon vous, c'est les dialogues entre Congolais. Mais avec qui dialoguer? Quand vous parlez de dialogue, vous nous envoyez, nous, la jeunesse, aujourd'hui, d'aller nous enrôler dans l'armée. Comment faire? Quand on partage le pouvoir entre acteurs politiques, on n'invite pas les jeunes. On n'invite pas la jeunesse. Mais lorsqu'il faut dialoguer, est-ce que les jeunes seront valablement représentés? Toutes les couches sociales seront-ils représentées? J'ai dit, honorable président. Merci, honorable Miché. Pour le renchérir, les dialogues aujourd'hui est demandé par la CENCO et le CC. La controverse est autour de pratiques déjà connues. Il faut prendre les armes pour conquérir le pouvoir désormais. Faut-il menacer les pouvoirs en place de rébellion pour après demander un dialogue et puis se retrouver ministre, comme c'est le cas 1+4 et tout ça, on a connu ces dialogues-là.
Est-ce que c'est ça le nouveau format ou la nouvelle formule à laquelle nous devons nous habituer? On n'est pas d'accord avec un régime, on a un soutien des Occidentaux ou de pays voisins, on prend les armes, on demande un dialogue, on repart. Les bourreaux piétinent sur les victimes. Ben, c'est assez paradoxal que vous puissiez le dire avec un peu de... Je veux me permettre de dire sans beaucoup d'estime pour de vie perdue. Vous dites que quand on est faible, on n'a pas d'estime. Est-ce que toutes ces victimes de l'AFCM 23, ces carnages à Goma, va partir en trouille parce qu'il faut dialoguer entre nous et donner à chacun ce qu'il veut, selon votre parabole du citron? Voilà ces détails sur lesquels nous voulions que vous puissiez revenir. Vous avez la parole pour clôturer, Monsieur le Président Barnabé. Beni, Butembo, c'est 54 km. Mais vous avez 56 groupes armés. Beni, Butembo, 54 km. Mais vous avez 56 groupes armés. L'honorable Mbosso a dit quitter les groupes armés. Le message, je voudrais dire ceci. Aujourd'hui, à l'Est, chaque village a un groupe armé. Vous savez pourquoi il y a prolifération des groupes armés? Parce que le pays est très riche. Tout celui qu'on envoie comme commandant arrive, donne les armes aux jeunes. Ils vont sécuriser les mines, ils creusent les mines pour lui. Et chaque soir, on amène de l'or, les diamants, les castérites, ainsi de suite. Ceci ouvre la préoccupation de savoir, même si nous cédons nos mines, ce ne sont pas les Américains qui vont aller à Kasumbalesa, à Kalima, à Chabunda, Mwenga, creuser. Non. Qu'est-ce qui est à la base de ça? C'est le phénomène, comme le phénomène Koulouna. C'est la même explication. Toi, la journée, tu soulèves les moellons, tu fais l'entraînement, tu as les biceps. Le soir, tu te mets dans un coin. Avec une petite machette, tu as $200 un téléphone iPhone. Demain, il va récidiver. S'il n'est pas encadré par le gouvernement, il va récidiver. Les groupes armés gèrent beaucoup d'argent. En Ituri, 2014-2015, il y a eu prolifération de 300 000 Kalachnikov. 300 000. Et quand le gouverneur Johnny Luboya est arrivé à Bunia, vous avez même vu des mamans qu'on croyait qu'ils transportaient les haricots et pourtant ils transportaient les munitions. Donc, la compétition est générale. Vous avez des commerçants ambulants, ESA COP. C'est parmi les meilleurs, parmi les 3 meilleurs business du monde. La vente des armes, la vente des médicaments et la vente des drogues, cocaïne et consorts. 3 meilleurs business en contrebande. Donc il y a beaucoup d'argent en circulation. Tu as posé la question sur l'État cédé le pouvoir aux Wazalendo. Mon ami, je l'ai dit devant l'hémicycle, hein, je prends la plénière en témoin. L'accord des États-Unis du 27 juillet ne sera pas appliqué. Vous savez pourquoi? Parce que les Wazalendo ne sont pas concernés. Le fait que les Wazalendo ne sont pas concernés, ils vont continuer à attaquer le Rwanda. Et le Rwanda va dire que le Wazalendo égale FDLR. Le gouvernement congolais a signé en Angola déjà par M. Lutundula, reconnaissant la présence de FDLR au Congo et ils sont en activité. Ça c'est Lutundula qui a signé en Angola. L'histoire doit retenir ça. Maintenant les FDLR vont se faire confondre avec les Wazalendo. Ils ne vont pas déposer les armes. Et le Rwanda va les attaquer. Alors, le Rwanda c'est un petit poisson. Non, le Rwanda n'est pas un... non, la RDC. Tu as dit que la RDC est un petit poisson. Non. C'est un alevin. Tu connais alevin? Moi, Nayambisi. Nous sommes moins qu'un petit poisson. C'est pas possible. Tu sais quoi? Parce que en 125 millions d'habitants, 65 ans après l'indépendance, nous recourons à l'étranger. Tu dis dialoguer avec qui sont à Doha? Pourquoi on doit aller à Doha
Mon frère, il est là, Dadi. Donc si j'ai un problème avec lui, il faut aller à Brazzaville. Bon, on dialogue pourquoi? C'est ça le problème. Papa, si on n'est pas fort, on prendra ta mère. Je m'excuse de vous le dire. Les Congolais, les jeunes, apprenez à écouter la vérité. Motosimbi Manduki Atazo Sikisaye, Keba Keba. S'il n'y a pas de dialogue, mon ami, les élections de 2028, vous allez organiser comment? Bon, comme vous ne voulez pas qu'on aille au dialogue intercongolais, donc il y aura élection à Kinshasa, pas sur l'étendue de 34 000 km² et 11 millions de citoyens que Nanga contrôle. Vous allez appeler ces présidents-là comment? Les élections de 2028, celui qui va les gagner, vous allez l'appeler comment? Il est le président de la République démocratique du Congo, moins. Le dialogue est une nécessité urgente pour permettre de mettre un gouvernement d'union nationale qui va mobiliser les fonds et organiser les élections dans 36 mois. Il n'y a plus beaucoup de temps. Le gouvernement, Madame Souminoua, elle est sortante, finissante. Le président est sortant. Le président Tshisekedi, c'est un président sortant. Il ne lui reste que 36 mois pour organiser de bonnes élections démocratiques, transparentes. Si vous ne voulez pas comprendre cette réalité-là, il ne saura pas aller au-delà. Parce qu'il va donner l'argument à ceux qui ont envie de prendre les armes, de continuer à faire la guerre. Amener le dialogue, c'est dire à Nanga, tu veux diriger, pas par les armes. Joseph Kabila, tu veux revenir au pouvoir, pas par les armes. Barnabé, tu veux devenir président, pas par les chaînes de télévision. Mettons-nous ensemble, on met le principe qui dirige la CENI, qui dirige la Cour constitutionnelle, d'où vient l'argent. Et celui qui va gagner en 2028, qu'il gagne légitimement. Si ce n'est pas le cas, la guerre va continuer. Tu dis que le président me dit qu'il a été choqué de voir que je néglige les morts. Je suis derrière, c'est chaque jour que je perds des gens. Moi ici, j'ai des deuils chaque jour et j'envoie l'argent tous les jours pour qu'on enterre les gens. C'est chez moi que les gens sont. Les gens meurent tous les jours. D'ailleurs, depuis qu'on a fermé l'aéroport de Goma, les médicaments n'arrivent plus dans mon village. Les gens meurent comme ça. Nous les Congolais, nous devons arrêter de voir les choses telles que nous voyons. Veuillez chuter. Je termine, Monsieur le Président, en disant ceci. Tu connais Netanyahou? Quand il bombarde Gaza, vous pensez qu'à Gaza, il n'y a pas à faire? Et ce qui est grave, Israël est très fort en communication. Hein? Chaque chose qu'ils font passe sur France 24, toutes les chaînes. Ils bombardent. Ils ont même bombardé, les enfants sont allés chercher la bouillie. On les frappe. Parce que dans la tête de Netanyahou, tout celui qui est à Gaza est un terroriste. Il veut tuer un Israélien. La guerre en Israël aujourd'hui, on fait la guerre pourquoi? Parce qu'il veut seulement récupérer les cadavres. Des gens qui sont morts. Mais Israël a dit, un citoyen juif ne peut pas être là-bas. Il doit venir, mort ou vivant. Poutine frappe chaque jour. Même les écoles maternelles, les maternités, les hôpitaux, il frappe. Est-ce que c'est des choses à justifier? Vous pensez Est-ce que c'est le monde dans lequel vous voudriez continuer à vivre? C'est question d'idéal cette fois-là. Vous pensez qu'en politique, il y a l'éthique? Il n'y en a pas? Il n'y a pas d'éthique en politique. Je vous l'ai dit en réalité, en vérité, en vérité. Celui qui veut faire l'éthique va au couvent. Allez diriger les messes. Même les gens des messes là commencent à nous suivre en politique. Les pasteurs, les monseigneurs commencent à venir en politique. Je vous dis en vérité, la politique n'a pas d'état d'âme. Il n'y a pas d'état d'âme en politique.
il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale. Si tu ne peux pas tuer les gens, ne viens pas en politique. Ne va pas dans l'armée. Mais même, bon, maintenant toi tu es là, président, on te demande il faut bombarder. Toi tu commences à dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais on va nous ravir le pays. Si vous voulez rester République démocratique du Congo, 9022 km de périmètre, 2 345 410, balongola 410, ce n'est pas seulement Babak, 410 na biso moko boy. Si vous voulez que ça reste, il faut un président tueur. Il doit tuer toute menace. Tu viens du Rwanda, il te tue. Tu viens du Burundi, il te tue. Tu viens du Congo-Brazza, il te tue. Si on ne fait pas, les Rwandais vont nous tuer, le Burundi va nous tuer, les Angolais vont nous tuer. Levez-vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président Barnabé. Merci beaucoup de nous avoir entretenus sur ces sujets. Honorables parlementaires, distingués invités, merci d'avoir suivi ce programme qui vous forme et qui vous informe avec précision et concision, plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière élevée.